surtout par rapport à ce que je lis parfois dans les copies, attaquer directement le sujet. Alors bon, moi j'ai une amorce. Vous pouvez même avoir une amorce qui vous permette d'amener la problématique. Ça, c'est aussi quelque chose de possible et qui peut être assez intéressant dans une introduction. Mais en tout cas, ne vous éloignez jamais trop du sujet et surtout pas dans l'introduction. Donc, attaquez frontalement la question. Donc, si vous n'avez pas de questions sur l'introduction, je vais donc poursuivre. L'histoire ne nous montre-t-elle pas des espèces animales qui sont devenues des espèces amies des hommes, là où d'autres sont restées sauvages? La question du sujet ne nous enjoint-elle pas d'abord à faire cette distinction entre espèces animales amies et espèces animales ennemies? L'archéozoologie, discipline qui tente de reconstituer la genèse des rapports entretenus entre les hommes et les animaux et les types d'usages que les hommes de la préhistoire faisaient des animaux, eh bien, l'archéozoologie montre la très lente et complexe histoire de la domestication. Les groupes humains sont d'abord confrontés à des animaux sauvages. Ces animaux sont toujours potentiellement des ennemis, le contraire donc d'amis, soit parce qu'ils sont effectivement dangereux et féroces et qu'ils peuvent s'attaquer aux hommes, soit parce qu'ils vivent sur le même territoire, chassent le même gibier que les hommes, sont donc des concurrents, ou bien leur saccage ou leur vol certaines de leurs ressources, prenant l'allure de parasites et de brigands. Dans le chapitre 1 du livre 1 de ces politiques, Aristote explique d'ailleurs le rassemblement des familles en village pour se protéger des prédateurs extérieurs. Et avant lui, Platon, dans le mythe du Protagoras ou mythe de Prométhée, expliquait que les arts et le feu, donnés par Prométhée aux hommes, en remplacement des attributs naturels oubliés par son frère Épiméthée, allaient leur permettre de fabriquer tout ce dont ils auraient besoin pour se nourrir, se vêtir et se protéger des bêtes fauves. La férocité de la bête n'en fait donc pas une amie possible de l'homme. Mais l'homme, animal politique, possède d'autres moyens politiques que la force. On se souviendra de la place que Machiavel accordait aussi à la ruse. Employons d'ailleurs dans le chapitre 18 du Prince la métaphore du lion et du renard. Puis donc qu'un prince est obligé de savoir bien user de la bête, il doit, parmi elles, défendre le renard et le lion, car le lion ne se défend pas des raies, c'est-à-dire des pièges, le renard ne se défend pas des loups. Il faut donc être renard pour connaître les raies et lion pour effrayer les loups. C'est de cette ruse dont fait preuve l'Indien qui apprivoise la mère de Cro-Blanc, puis Cro-Blanc lui-même dans le roman éponyme de Jack London. L'homme applique la loi des meutes de loups, celle où c'est le plus fort qui peut manger, celle où le plus fort peut tuer un congénère et même le manger. Peu à peu, l'homme apprivoise les loups en leur jetant une part de sa viande, les restes de son repas. L'animal obéit alors à la loi de son espèce, mais aussi à celle de l'homme. Il est semi-sauvage
et semi-apprivoisés. Ainsi, l'homme peut utiliser son instinct de protection du groupe, alors son instinct, c'est-à-dire celui du loup, c'est-à-dire désormais de la famille humaine et de ses biens, contre les animaux sauvages, parmi lesquels d'autres loups. Son intérêt est de garder l'animal sauvage, mais soumis à l'individu humain, devenu dans l'esprit de l'animal le chef de meute. Mais la domestication des animaux sauvages aura bien d'autres buts et conduira à des usages multiples. Faire des animaux de bouche, utiliser ce qu'ils produisent, en faire des animaux de bas, de transport, de guerre même. Les animaux rendront de grands services aux hommes, mais ils seront aussi utilisés pour les divertir, les amuser, puis vers la fin du XVIIIe siècle, ils rentreront dans les salons des aristocrates et des bourgeois et deviendront des animaux de compagnie. La relation deviendra affective et plus seulement, voire plus du tout, utilitaire. C'est dans cette proximité entre l'homme et l'animal, celle du travail ou celle du loisir, que des liens se nouent, que certaines espèces se rendent plus sensibles au comportement des hommes, plus dociles à leurs sollicitations, plus attentives à leurs états émotionnels, plus attachées à leur maître. Une communication s'établit entre des hommes et des animaux qui favorise une plus grande compréhension, un véritable attachement du cœur, un lien qui peut ressembler à de l'amitié. Car l'amitié désigne d'abord un lien affectif qui n'est pas au départ destiné à exister, puisqu'il s'établit entre des individus qui n'ont pas de lien de sang, à la différence de l'amour filial, parental ou fraternel, et qui ne vise pas non plus une union charnelle en vue de perpétuer un nom, une famille, une communauté, et au final l'espèce humaine en tant que telle. Il relie donc des êtres qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, pour se comprendre. Du coup, ce hasard de la rencontre favorise la découverte de l'autre et le désintérêt de l'attachement qu'on lui porte. Ainsi, la question « Quel animal peut-il devenir l'ami de l'homme ?» nous conduit par ce biais de l'histoire des relations entre les hommes et les animaux à reconnaître des espèces comme le chien ou le cheval en Occident qui ont les qualités pour devenir plus que de simples objets utiles et nouer des liens profonds avec les hommes qui les ont domestiqués. Saint-Exupéry ne s'y trompe pas lorsqu'il associe l'action d'apprivoiser et le lien d'amitié. On apprivoise un animal sauvage et on le rend moins sauvage pour peu à peu, créer des liens qui ne sont pas seulement des liens intéressés, mais plutôt des liens fondés sur l'attirance vers l'autre, la curiosité de ce qui n'est pas soi et qui peut par là nous enrichir. C'est pourquoi apprivoiser n'est pas domestiquer, n'est pas dresser. Pour autant, n'y a-t-il pas là un leurre propre à divertir et faire rêver les enfants et les poètes, et cachant une réalité bien différente? Car l'animal apprivoisé n'a-t-il pas perdu son animalité? L'amitié peut-elle exister entre l'homme et l'animal?
tous les caractères de l'animal ne convergent-ils pas plutôt vers l'idée d'une impossibilité conceptuelle, d'une amitié entre homme et animal? Lequel animal du sujet ne nous conduirait donc pas à distinguer les espèces animales et coopérantes et les espèces animales inamicales, voire franchement hostiles, mais bien plutôt à se demander quelle sorte d'animalité pourrait rendre possible une amitié avec l'homme. Alors, on doit à Aristote, dans les livres 8 et 9 de l'Éthique à Nicomaque, je l'ai déjà dit, une analyse précise de l'amitié qui peut nous guider dans notre examen des conditions de possibilité de l'amitié et reconnaître qu'elles ne sont pas établies, ces conditions, entre l'homme et l'animal. Pour le stagirite, l'amitié consiste en une bienveillance à l'égard de l'ami, mais cette bienveillance répond à 3 buts possibles: l'agréable, l'utile et le bien. Il y a donc 3 espèces d'amitié pour Aristote. Pour autant, elles ne sont pas à égalité, et celle en vue du bien doit être préférée. Il va alors s'employer à montrer que seule l'amitié en vue du bien est une véritable amitié, et qu'elle relève non pas seulement d'un lien affectif, d'un sentiment partagé, mais d'une vertu à la fois morale et politique. Les 2 premières formes d'amitié restent en effet fragiles, car elles disparaissent avec la possession des avantages escomptés: le service rendu pour les amitiés utiles, le plaisir pour les amitiés ludiques. L'amitié pour le bien est plus longue à établir, puisqu'elle doit permettre à chacun de réaliser grâce à l'autre sa nature raisonnable. L'amitié concerne donc des êtres égaux, ayant la même nature raisonnable et se reflétant parfaitement en l'autre. L'ami est donc un autre soi-même. Je cite Aristote en 1170 à 40. « L'homme vertueux est à l'égard de son ami dans la même disposition où il est par rapport à lui-même, car un ami est un autre nous-mêmes. » C'est pourquoi Aristote considère l'amitié comme le ciment le plus important de la communauté politique, la polis, car elle permet par le logos la réalisation de l'humanité de chaque homme, l'échange des valeurs et par là aussi la paix et le bonheur. Elle devient la condition même de la justice. Il est alors facile de voir qu'aucun animal ne peut dans ces conditions devenir l'ami de l'homme. D'abord, même si on reconnaît la possibilité de liens affectifs réciproques entre l'homme et l'animal, ce qui suppose donc déjà de reconnaître à l'animal une sensibilité de même nature que celle de l'homme, et même si on lui reconnaît un attachement à l'homme en vue de son plaisir et de son utilité, tel le chien-loup qui attend sa pitance et la chaleur du feu, il semble difficile d'affirmer que l'animal peut accéder à la vertu morale, et encore moins à la vertu politique. Car la première supposerait qu'il puisse se forger une idée du bien et qu'il puisse avoir des intentionnalités morales conscientes, qu'il soit capable d'actions désintéressées. Quant à la seconde, elle supposerait qu'il puisse disposer du logos, de la capacité langagière d'échanger avec l'homme des valeurs et des idées générales.
De là, l'autre obstacle qui se dresse devant une éventuelle amitié entre l'homme et l'animal. Cet obstacle, je ne sais pas pourquoi j'ai mis celle, c'est celui de l'égalité. Si Aristote semble ne concevoir l'amitié authentique qu'entre hommes, il ajoute que ces hommes doivent être égaux. Or, peut-on parler d'une égalité entre un maître et son chien ou son cheval, entre une humanité capable de penser et diriger son existence et une animalité rivée aux besoins et à l'instinct de nature? L'homme n'est-il pas toujours supérieur à l'animal, même lorsqu'il ne cherche pas particulièrement à le dominer? Enfin et surtout, l'homme ne peut-il pas définitivement rester l'ennemi d'une animalité qu'il cherche avant tout et surtout à rejeter pour affirmer son humanité? Pour devenir humain, l'homme ne doit-il pas décider de lutter contre sa propre animalité? N'est-ce pas là, par exemple, tout le projet moral, mais aussi pédagogique, d'un philosophe de l'Aufklärung comme Kant? L'homme doit apprendre à se débarrasser de ses inclinations sensibles, sentiments et intérêts particuliers, et se rendre digne d'obéir à la loi morale parce que c'est la loi. N'est-il pas la seule fin en soi et à ce titre le seul détenteur d'une dignité? Sur le plan pédagogique, c'est ce qui conduira Kant à faire une place importante à la discipline. Il écrit dans son traité de pédagogie: la discipline nous fait passer de l'état d'animal à celui d'homme. Ou encore, la discipline empêche l'homme de se laisser détourner de sa destination, de l'humanité, par ses penchants brutaux, la sauvagerie et l'indépendance à l'égard de toutes les lois. La discipline soumet l'homme aux lois de l'humanité et commence à lui faire sentir la contrainte des lois. Dans son livre « Cet animal que donc je suis », Jacques Derrida rappelle la critique très violente, j'aurai peut-être l'occasion un jour d'en parler avec vous, de Théodore Adorno, donc un des grands représentants philosophes allemands de l'école de Francfort, qu'il adressait à la morale kantienne, et j'ai oublié de vous rattacher la citation, où en gros, si vous voulez, il parle à propos de la morale kantienne. Adorno dit qu'en fait, il y a là une véritable haine de soi, dans cette façon de nier en fait sa dimension sensible et de se servir au fond de l'animalité comme moyen de vraiment, comme un repoussoir de cette haine de soi. Au fond, si aucun animal ne pourrait devenir l'ami de l'homme, ce serait en raison de la supériorité de l'homme sur lui, notamment celle de son esprit, qui pourrait justifier la haine nourrie de la peur de sa propre animalité. Pourtant, cette posture apparaît plus idéologique que philosophiquement fondée. Et d'ailleurs, Aristote lui-même est beaucoup plus nuancé que ne le montre la première analyse que nous en avons faite. D'abord, il reconnaît qu'il peut y avoir amitié entre des êtres, donc le donc, il faut le supprimer parce qu'il fait là, il peut y avoir des amitiés entre des êtres par nature inégaux. Et il donne l'exemple de l'amitié entre un père et son fils ou entre un mari et sa femme. Cela n'empêchera pas l'établissement
d'une égalité dans l'amitié, où l'affection devra être fonction du mérite des parties. Comprenez que ce n'est pas l'égalité qui est la condition de l'amitié, mais que c'est donc l'amitié qui crée l'égalité. Ensuite, Aristote reconnaît aussi des liens d'amitié chez les animaux. Mais si pour lui, l'amitié, même si, pour lui, décidément j'ai fait beaucoup de fautes, même si pour lui l'amitié est toujours intra-espèce et ne concerne qu'un semblable. Il écrit dans le livre 8, chapitre 1, etc., la chose suivante. On l'observe non seulement dans l'homme, mais dans les oiseaux et dans la plupart des animaux, dans les êtres qui appartiennent aux mêmes espèces à l'égard les uns des autres, et surtout dans les individus de l'espèce humaine. Et c'est pour cela que nous louons ceux qui méritent le nom de philanthropes. Quiconque a voyagé a pu s'en convaincre et reconnaître combien l'homme est l'ami de l'homme, combien la société de son semblable lui convient et le charme. J'interromps.